est-ce que vous choisissez, c'est de venir bosser chez Uber. Pourquoi? Alors comme vous l'avez dit, j'ai bossé dans la finance pendant à peu près 6 ans et j'avais envie de rejoindre en fait le réel, l'industrie qui aurait un impact. Tout d'abord Uber parce que c'est la mobilité, c'est un sujet qui me passionne. Parole, parole, parole. Et ensuite parce que je voulais vraiment avoir un impact direct sur la vie des gens, parce que Uber met en relation une demande de mobilité physique et une demande de mobilité sociale, une demande que les gens ont de travailler. Et du coup, on a un impact direct là-dessus. C'était au début aussi une aventure entrepreneuriale, puisqu'il s'agissait de lancer Uber à Genève à une période où on ne connaissait pas du tout Uber, c'était en 2014. Parce que vous venez de Suisse, moi aussi je suis suisse, mais je suis française aussi, on va en parler. Uber a tout changé dans nos modes de vie, on dit ubériser, et ça veut dire aussi précariser. C'est un problème ça, hein? Je pense pas que ubériser soit un synonyme de précariser. J'ai fait un petit test avant de vous recevoir, j'ai demandé à tout le monde si ubériser c'était péjoratif ou positif, et généralement on me dit que c'est plutôt assez péjoratif et que ça veut dire précarité. Ce qui est assez intéressant, c'est de constater que l'entreprise a grandi extrêmement vite. Et qu'avec cette croissance, finalement, on l'a assez mal géré, cette croissance. On l'a mal géré et on l'a vu en 2017, qui s'est finalement caractérisé comme l'année d'un bouleversement culturel assez important et une crise de réputation qui était à peu près sans précédent. Et ce qui fait qu'on doit accepter qu'on a fait beaucoup d'erreurs. On doit les accepter et on doit aussi montrer que on va maintenant essayer de les corriger. On va essayer d'avancer de manière un peu plus responsable. Donc, c'est pas facile votre job aujourd'hui. C'est pas évident, mais c'est aussi assez intéressant parce que finalement, une réputation, c'est extrêmement facile à détruire. Bien sûr. Et ta gueule, tu es moche, il fait pas beau. Il y a eu cette pub Uber dont on a entendu un extrait qui a été diffusé en septembre dernier. Nous sommes parfois allés trop vite et nous n'avons pas toujours su écouter. Vos chauffeurs sont votre meilleur atout, mais aussi votre pire ennemi. S'ils disent du mal de la société aux clients qui sont à l'arrière des voitures, c'est extrêmement mauvais pour vous. Donc il faut absolument vous réconcilier avec les chauffeurs. Complètement. Tu mens, il ment. Je pense qu'on a été assez loin pour construire une réputation assez mauvaise et c'est pour ça que maintenant quand vous demandez aux gens est-ce que ubériser c'est péjoratif, c'est la triste réalité de constater que la plupart vont vous dire oui, mais je pense qu'on a aussi un impact qui est extrêmement important dans le monde, dans la mobilité physique, puisqu'on déplace aujourd'hui plus de 2,5 millions de Français de manière régulière. Alors c'est ce que vous allez essayer de faire valoir maintenant, c'est que ubériser c'est pas forcément négatif. C'est pas forcément négatif et je pense que c'est à nous de montrer que on va avancer de manière plus responsable et on va essayer de montrer qu'Uber est une entreprise qui veut faire des choses avec des gens bien, qui veulent faire des choses bien. Alors, c'est au centre et au cœur de ce shift culturel qu'on essaie de faire en 2017, c'est vraiment les chauffeurs. Et c'est le fait qu'on essaye de faire ça et d'avancer avec eux a été vraiment le pilier de toute notre stratégie en 2017. Et on a vraiment montré, et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer que on avance avec eux, on avance pour eux, et on a mis en place un certain nombre de mesures à travers toute l'année 2017, mais aussi 2018, qui sont vraiment là et qui montrent qu'on est à l'écoute. On va continuer à avancer, on reste une start-up dans notre culture, mais ça veut dire qu'on va faire des erreurs, on va continuer à en faire, mais on doit les accepter. On doit les accepter et on doit avancer avec eux. J'ai un message de Saya Baroun, qui est syndicaliste VTC, qui nous dit, ça fait des années que les VTC se battent avec Uber, c'est l'occasion de parler de la couleur de la plateforme Uber, il dit que vous nous ambiancez un peu, que vous ambiancez les chauffeurs, mais ce qui serait plus important, c'est de parler du nombre d'heures et du manque de dialogue. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je réponds que ce sont des sujets qui sont très importants. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Ce qui concerne les heures de conduite, pour commencer, c'est quelque chose qu'on traite de manière assez proactive, puisqu'aujourd'hui on limite les heures de conduite sur la plateforme Uber pour les chauffeurs. Pour tout ce qui est du dialogue, c'est quelque chose qu'on essaye de faire, puisque vous vous souvenez peut-être qu'il y avait des manifestations de chauffeurs pendant la fin 2016 et début 2017. Chaud, Nous avons dialogué avec les différentes organisations à cette époque-là. Nous continuons à dialoguer et à rester ouverts avec toutes les organisations qui voudraient dialoguer avec nous. Et aussi, on essaie de dialoguer à large échelle avec tous les chauffeurs. Tu mens, il ment.
rappeler que depuis le 1er janvier, la loi vous oblige les chauffeurs qui ont une carte de VTC à passer un examen. Évidemment, vous avez perdu beaucoup de chauffeurs après le passage de cette loi. Et la nouvelle application va arriver au printemps. C'est quand? Vous savez exactement? On ne sait pas exactement. Elle vient vraiment d'être annoncée hier. Oui. C'est une nouvelle application. Ce qui était assez innovant, c'est qu'on l'a construite avec les chauffeurs, avec certains chauffeurs de certaines villes. Évidemment, on n'a pas pu la construire de manière consensuelle à travers tous les chauffeurs. Pas tous les chauffeurs ne sont pas exprimés, mais évidemment. Et c'est pour les aider, eux, surtout, donc à gérer mieux leur salaire. C'est quoi? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a l'application, comme vous le dites, qui va leur donner plus de transparence sur combien ils gagnent en temps réel. Ensuite, on va leur montrer un petit peu aussi où est-ce que la demande se situe, dans quelles zones géographiques en temps réel. D'accord, donc ils ne perdent pas de temps dans les endroits où il n'y a personne. Il y a une série d'autres améliorations qui se font. Ce qui est pour moi assez important aussi d'insister, c'est qu'on a développé aussi en France des outils technologiques spécifiques qui nous permettent et qui permettent aux experts qui sont dans ces espaces d'accueil, comme celui de Montparnasse ou de Bervilliers, d'aider les chauffeurs à avoir d'abord de la transparence sur les revenus auxquels ils peuvent s'attendre, et ensuite de les aider à les optimiser. Parce qu'on ne gagne pas la même chose à certaines heures de la journée, à certains jours dans la semaine et à certaines semaines pendant une année. Puisqu'il y a la saisonnalité de manière assez précise. Ensuite, on va les aider aussi à optimiser leur structure de coût. Parce que la structure de coût est un des éléments qui est très très important pour un chauffeur, pour la rémunération finale. Finalement aussi de les aider sur leur qualité de service. Le temps d'attente va être facturé maintenant, c'est un coût supplémentaire pour les clients. C'est avec notre argent et pas avec vos marges que vous vous réconciliez avec les chauffeurs, monsieur le patron. C'était en fait une demande non seulement des chauffeurs mais aussi des clients. Et il y avait beaucoup de clients qui nous ont demandé, qui nous ont dit que ce serait assez... pour une question de paix de l'esprit aussi pour les clients, d'avoir en fait la possibilité de se dire j'ai pas besoin de me dépêcher à tel point que j'ai l'impression que mon Uber va partir parce que je sais qu'il va être rémunéré, donc ça serait bien qu'il puisse être rémunéré. Et évidemment les chauffeurs qui nous demandent ça depuis plusieurs mois, et c'est quelque chose aussi où on écoute toutes les parties prenantes et on prend une décision aussi à la fin. Alors puisqu'on parle... Tu mens, il ment. De l'application, vous avez peut-être entendu que nous parlions juste avant de l'Internet sûr ou pas. En novembre 2017, vous avez Uber a révélé avoir subi un vol de données massif en 2016. 57 millions de clients et chauffeurs concernés à travers le monde. L'ex-patron d'Uber, qui n'est plus en poste, avait dissimulé illégalement l'information et payé une rançon, dit-on, de $100 000. Vous le confirmez ça? $100 000 et 57 millions de comptes piratés? Honnêtement, je ne me rappelle plus des chiffres, mais je crois qu'on a été relativement clair et transparent. Après coup, malheureusement, et ça je pense que c'était une erreur de notre part, on a été assez transparent, donc je pense que si l'information a été confirmée... $100 000 et 57 millions de comptes. Combien de comptes français, vous savez? Je n'ai pas les chiffres en tête des comptes français, mais des comptes français ont été effectivement aussi touchés. Vous avez corrigé la faille depuis? On a corrigé la faille, ça on peut le confirmer, on a absolument corrigé. Je pense que c'est un sujet, d'une manière générale, tout ce qui est donné et le fait qu'elle soit privée, c'est hyper important, et qui est important, fondamental, c'est de mettre en place en fait les mesures de sécurité qui vont permettre de s'assurer pour les clients que ces mesures sont vraiment sécurisées. Donc absolument d'accord avec ça. Une question reste, Steve Salom, est-ce que les données bancaires ont été piratées? Non, les données bancaires n'ont pas été piratées, non, absolument pas. Ça c'est une certitude. Tu mens, il ment. Ça, c'est de nouveau, c'est quelque chose sur lequel on était assez transparent sur les données bancaires, sur tout ce qui a été aussi les adresses des personnes, etc. Je te jure. Parole, encore des paroles que tu sais